Bonjour à toutes et à tous, et merci beaucoup d'être restés pour la présentation de la Big Review. Je suis Anne-Charlotte Dagorn et j'étais en charge de ce projet. Peut-être que certains d'entre vous ont assisté à la restitution des résultats emploi hier. Et l'objectif de la présentation de ce matin, c'est de vous faire un retour plus global sur les résultats de la consultation. Donc la Big Review, c'est une consultation citoyenne qu'on a menée de juillet 2020 à octobre 2020 à juillet 2021, pour accompagner la sortie du plan de transformation de l'économie française du Shift. L'objectif, c'était vraiment d'aller tester l'acceptabilité publique des mesures contenues dans le PTEF. C'était évidemment aussi de recueillir l'avis des citoyens, des citoyennes, pour en faire plus qu'un rapport technique, mais vraiment un projet de société co-construit avec le maximum de monde. Pour ce faire, on avait deux outils, globalement. Le premier outil, c'était les ateliers de discussion. Comme vous pouvez le voir, on a mené plus de 500 ateliers, donc ça représente un peu plus de 2500 participants. Le but de ces ateliers, c'était vraiment d'avoir des moments de discussion extrêmement ouverts, de poser des questions, je dirais, très qualitatives aux participants. Donc, c'était pas de la donnée quantitative qu'on a recueillie, pour savoir ce qu'ils étaient prêts à changer ou non à leur quotidien, savoir finalement si ils étaient prêts à mener ce projet de transformation à leur échelle très individuelle. Il y a plus de 200 shifters qui ont animé ces ateliers de discussion et plus particulièrement 50 super animateurs qui, eux, chaque semaine, animaient plusieurs discussions. Et puis, on a eu aussi les questionnaires en ligne, où là, on a obtenu plus de 15 000 réponses. Les questionnaires en ligne étaient un peu différents, puisque là, c'était des questions plus fermées qui visaient à tester l'acceptabilité et l'utilité de mesures très précises contenues dans le PTEF. Et donc là, on a évidemment recueilli de l'information plutôt quantitative. Donc au final, quand on a additionné tout ça, on a testé plus d'une vingtaine de thématiques. On a posé plus de 1700 fois les différentes questions, ce qui représente environ plus de 1000 heures de discussion. Alors, on avait lancé une compétition, je ne sais pas si certains y ont participé, pour avoir le top 5 animateurs. Et donc, les grands gagnants sont affichés derrière. Je ne suis pas sûre qu'ils soient là aujourd'hui, malheureusement. Mais merci beaucoup à eux. Et puis, plus globalement, merci au top 10, parce qu'avec ce top 10 animateurs, on a réalisé plus de 30% des discussions. Avec un très petit volume d'animateurs, on a fait un gros bout du projet. Donc, vraiment, bravo et merci beaucoup à eux. Alors évidemment, je ne vais pas vous faire une présentation exhaustive de toutes les thématiques qu'on a testées. Le but aujourd'hui, c'est de vous donner finalement les grandes conclusions transverses à la fois du questionnaire et à la fois des discussions. Mais évidemment, dans les semaines qui suivent, on vous partagera le détail de toutes les analyses pour que ceux que ça intéresse puissent aller voir les thématiques plus particulières et les analyses précises sur cette thématique. Alors déjà, le profil des répondants. On a eu une majorité d'hommes, comme vous pouvez le voir, 70%, 30% de femmes. On a eu des répondants qui, en moyenne, avaient une quarantaine d'années. On a eu une surreprésentativité des cadres, puisqu'on a une cinquantaine de pourcents de cadres contre 10% dans les statistiques INSEE. Alors ça, cette thématique de la diversification, ça a effectivement été une vraie difficulté. Vous le voyez aussi sur les profils ouvriers, où là, on a cette fois une sous-représentation. Alors, on a essayé, pourtant, on était vraiment conscient du problème. On a lancé les réseaux sociaux, on a essayé de créer des partenariats, et donc on a réussi, mais pas suffisamment. Alors, je pense que ça, c'est une problématique qui dépasse la Big Review, qui dépasse les shifters. C'est comment, finalement, toucher la population la plus représentative et comment aller sensibiliser des gens qui ne s'intéressent pas forcément à la base au sujet. C'est quand même à garder en tête quand on regarde les résultats pour les pondérer sur certaines thématiques. Et puis, on a aussi une surreprésentativité, comme vous pouvez le voir, du secteur tertiaire. Par contre, on a plutôt eu une bonne représentativité géographique sur l'ensemble du territoire. On a réussi à avoir des participants. Et ça, c'est en grande partie grâce aux groupes locaux. Donc, à nouveau, merci beaucoup pour votre soutien. Alors, les grandes conclusions du questionnaire. La première chose qui est plutôt positive, c'est que finalement, 80% des participants sur les 15 000 réponses qu'on a eues étaient plutôt en faveur d'un mouvement de transition. Donc les gens estimaient que oui, il y avait des choses à faire, il y avait un mouvement à créer sur ce sujet de transition environnementale. Donc ça, c'est plutôt extrêmement positif.
Par contre, c'est à relativiser parce que lors des discussions et dans le questionnaire, quand on a demandé aux gens s'ils s'estimaient sensibilisés, comme vous pouvez le voir, principalement oui. Alors, c'est une auto-évaluation, donc parfois on s'estime plus sensibilisé qu'on ne l'est, mais néanmoins, ça veut dire qu'on a quand même touché des gens, et notamment pas mal de shifters qui avaient conscience de la problématique. Néanmoins, quand on leur a demandé s'ils avaient lu le PTEF, moins d'un tiers a déclaré l'avoir lu en entier. Donc sensibiliser, oui, jusqu'à un certain point. Quoi qu'il en soit, même si la consultation a eu lieu sur une population plutôt sensibilisée, ça reste extrêmement intéressant parce qu'on voit que même une population qui se dit sensibilisée n'est pas forcément d'accord avec toutes les mesures de transition qu'on a proposées. Donc on peut se demander ce que ça aurait été si on avait réussi à toucher des gens absolument pas sensibilisés. Autre grande data qui ressort du questionnaire, c'est que l'effort collectif est privilégié. On a demandé aux gens s'ils pensaient que cette transition devait passer par un effort collectif et ou individuel. Et comme vous le voyez à l'écran, principalement collectif. La notion d'échelle, ça a été un vrai questionnement en fait pendant les discussions, de savoir finalement à quelle échelle on commençait à avoir un impact. Où est-ce qu'on trouvait le juste milieu entre avoir un impact suffisant, à une échelle suffisante, sans créer, sans mauvais jeu de mots, une usine à gaz et que ça reste faisable dans la mise en œuvre. Et donc finalement, même l'échelon national était questionné en se disant, mais même si la France fait des efforts, quid de la Chine, quid des États-Unis, quid de la Russie, et donc finalement, par où on commence ? Autre information, c'est que 85% des répondants au questionnaire, dans l'absolu et à l'échelle macro, étaient en faveur de la mise en place d'interdictions et de contraintes visant à protéger l'environnement. J'en dis pas plus à ce stade, mais gardez bien ce chiffre en tête pour la suite. Thématique extrêmement importante qui est ressortie, et je pense qu'on le pressentait tous, on a vu le mouvement des Gilets jaunes, c'est que protection de l'environnement et justice sociale sont absolument indissociables. 76% des répondants au questionnaire ont abreuvé dans ce sens-là. Et quand on a eu aussi les discussions, toutes les thématiques d'inégalité sociale, de compensation, d'accompagnement des ménages les plus défavorisés étaient vraiment quelque chose qui revenait constamment. Donc la Big Review vient confirmer que sans justice sociale, pas de protection de l'environnement et vice-versa. Autre data assez intéressante qui ressort du questionnaire, c'est qu'on a demandé aux participants s'ils pensaient que la solution passerait plutôt par de la sobriété ou plutôt majoritairement grâce et par l'aide des technologies. On voit que la sobriété l'emporte, mais ce qui est extrêmement intéressant de voir, c'est qu'en fait, quand on pondère ces résultats par classe d'âge, on n'obtient pas du tout les mêmes résultats. C'est-à-dire que les jeunes sont plutôt en faveur de la sobriété et dès qu'on passe la barre des 50 ans, alors la technologie, cette fois, l'emporte complètement. Donc on peut se dire finalement que quand on est jeune, on a sans doute peut-être un confort de vie, des habitudes de vie moins ancrées dans les habitudes, et donc finalement la sobriété, c'est ce qu'on connaît déjà, donc c'est moins dérangeant. Par contre, plus on avance dans le temps, plus on espère que la technologie sera une réponse à la problématique environnementale, tout en permettant de maintenir notre confort et nos habitudes de vie. Et puis, dernière conclusion pour le questionnaire, ce qui est plutôt positif, c'est que sur l'ensemble des thématiques qu'on a testées, donc à chaque fois avec le graphe que vous voyez derrière, on a testé l'acceptabilité et l'utilité. Ce qui est très positif, c'est que sur la majorité des thématiques, les gens étaient plutôt favorables en fait aux propositions du PTEF quand elles étaient posées de manière très macro, très absolue, en disant oui, ça nous semble à la fois acceptable et à la fois utile. Sauf sur deux thématiques. La première, c'est celle du logement. Dans le PTEF, on encourage finalement une transition vers un logement collectif et donc moins de logements individuels. Et là, on voit que ça donne un consensus un peu plus faible. Gardez en tête en plus que cette consultation, elle a eu lieu pendant la crise sanitaire, qu'on était tous confinés et que donc on avait tous plutôt envie d'espace. Donc là, les gens ne remettent pas nécessairement en question l'utilité de la mesure, mais plutôt son acceptabilité. Et puis le deuxième sujet, c'était sur les vacances. Le PTEF propose finalement des vacances moins fréquentes, mais plus longues. Et alors là, on voit que les gens n'ont pas nécessairement compris la thématique, puisque en fait, sur l'utilité, c'est extrêmement varié. Au-delà de ces deux thématiques, les retours étaient plutôt positifs. Donc ça, c'est extrêmement positif. Alors maintenant, j'aimerais me concentrer sur les grandes conclusions transverses des discussions.
Encore une fois, ce ne sera pas une analyse exhaustive, mais en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que sur la vingtaine de thématiques qu'on a testées, on a vu des conclusions communes à toutes les thématiques émerger. La première conclusion, c'est oui mais non. Pourquoi oui mais non? Comme on l'a vu dans les résultats du questionnaire, 85% des participants disent être en faveur de la mise en place de contraintes, d'interdictions, de régulations visant à protéger l'environnement. Dans les discussions sur la thématique gouvernance, on a posé à peu près le même type de questions et 60% étaient également en faveur de la mise en place d'interdictions, de régulations. Et ce qui est assez intéressant de voir, c'est qu'ensuite, dans les discussions, quand on est passé à un niveau beaucoup plus concret, donc avec les thématiques sectorielles, avec des mesures qui avaient un impact très concret sur le quotidien des participants, les résultats n'étaient plus du tout les mêmes. Donc finalement, il y a un véritable paradoxe, c'est-à-dire d'un point de vue philosophique, macro, on est tous prêts à sauver la planète, mais quand ensuite on arrive au quotidien à dire est-ce que vous êtes pour l'imposition d'une limitation de la consommation, pour l'imposition d'une limitation de l'avion, de la consommation de viande, de la voiture, et bien là en fait, quand les participants réalisent l'impact très concret que ça a sur leur quotidien, les réponses sont plutôt négatives. Donc finalement, c'est vraiment quelque chose à avoir en tête et c'était pour cette raison que c'était extrêmement intéressant d'avoir le questionnaire qui posait les questions sous une certaine façon et les discussions qui rentraient vraiment un petit peu dans le nerf de la guerre et on voit en fait que les résultats ne sont pas du tout les mêmes. Ce qui nous amène à notre deuxième conclusion transverse, la liberté à tout prix. Finalement, ce qui était rejeté, c'était pas tant, et les points de blocage, c'était pas tant sur un secteur spécifique, c'était sur cette notion d'interdiction, de privation de liberté. Ce qu'on a constaté dans les discussions, c'est que la liberté individuelle, c'était vraiment un sujet sacré, et que les gens, en tout cas à ce stade, n'étaient absolument pas prêts à envisager des limitations de liberté dans leur quotidien. Alors, évidemment, on l'a retrouvé sur plusieurs thématiques. Donc, à nouveau, je vous citais l'exemple de la viande, je vous citais l'exemple de l'avion. Et finalement, ce que disaient les participants, c'était « si je le fais tout seul, à quoi ça sert ?» Pourquoi est-ce que moi, quelque part, j'irais me priver de quelque chose? Je serais un peu le dindon de la farce si on n'est pas sûr que cette mesure va être menée collectivement. Et alors là, il y avait une sorte de cercle vicieux dans le raisonnement intellectuel qui était de dire « je ne veux pas le faire tout seul parce que ça ne sert à rien ». Du coup, il faut que ce soit collectif. Mais si c'est collectif, évidemment, ça doit être imposé. Il doit y avoir un cadre parce qu'on ne peut pas espérer que les gens le fassent tous par bonne foi. Et donc, si c'est imposé, c'est une contrainte à ma liberté, donc je dis non. Alors, ça peut paraître extrêmement simpliste et presque absurde quand je vous le dis comme ça, mais c'est vraiment un raisonnement qu'on a retrouvé dans l'ensemble des discussions. Alors ça nous emmène aussi à un autre sujet qui est le récit qu'on en fait. Je pense que ça, la thématique de la liberté, il faut avoir en tête en fait que c'est un sujet extrêmement sensible et que dans le récit qu'on fait, tout ce qui ira vers une privation de liberté aura tendance à être rejeté. Alors évidemment, ça pose la question quand même de la mise en œuvre de cette transition et de savoir si on pourra réellement y arriver uniquement avec de la sensibilisation, de la pédagogie, sans imposer quoi que ce soit à personne. Est-ce qu'on a encore le temps d'y aller à ce rythme-là? Ce qui nous amène à notre troisième conclusion. Ok, mais pas trop vite. Finalement, ce qui est extrêmement positif, et c'est peut-être parce qu'on s'est adressé à une population plutôt sensibilisée, c'est qu'à aucun moment on s'est retrouvé face à des climato-sceptiques ou sans aller jusqu'à cet extrême, à des gens qui ne comprenaient absolument pas pourquoi on parlait du sujet. Par contre, il y avait un dissensus extrêmement fort sur le rythme et sur l'intensité à donner à la transition. Avec une minorité de personnes, malheureusement, qui étaient plutôt en faveur d'une mise en œuvre assez musclée, assez rapide, avec finalement des choses très régulées à l'échelle collective. Et force est de constater avec une majorité de personnes qui attendaient plutôt une transition très en douceur, qui dans toutes les thématiques rappelaient l'importance de l'éducation, de la sensibilisation, de la pédagogie. Alors à juste titre, parce qu'effectivement, bien que sensibilisés, les participants avaient souvent des questions sur l'impact concret des choix et des actions qu'ils pouvaient mener. Sur le fait qu'aujourd'hui, on était noyé dans l'information, donc l'information existait, mais qu'on n'était pas complètement sûr de savoir si c'était la bonne ou pas. Est-ce que être végétarien, c'est bon ou c'est mauvais pour la santé? Est-ce que, après tout, il vaut mieux que je limite l'utilisation de la voiture ou de l'avion? Est-ce que relocaliser, c'est si bon pour l'environnement? Parce qu'après tout, on peut aussi relocaliser la pollution. L'impact des nouvelles technologies, finalement, c'est quoi?
Et donc, les participants, à juste titre, avaient besoin de contexte, de chiffres pour pouvoir se positionner sur les thématiques, ce qui est tout à fait légitime. Pour ceux qui ont animé, vous avez peut-être vu que partant de ce constat, dans le lot 2 de questions, on a introduit à chaque fois une slide avant chaque question pour redonner les éléments de contexte, les chiffres. Et les participants y étaient très sensibles, ont apprécié, mais force est de constater que ça n'a pas complètement changé les réponses non plus. Donc en fait, ça nous montre que le rationnel est hyper important. Pouvoir expliquer, mesurer l'impact, c'est effectivement crucial, mais ça ne suffit pas. Et il ne faut pas sous-estimer finalement le rôle de l'émotionnel dans la mise en mouvement des gens, ce qui nous amène à notre prochaine conclusion transverse. Non au sacrifice, non à l'écologie culpabilisante. On a parfois eu lors des discussions des réactions assez fortes, et encore une fois, je précise que les gens s'estimaient plutôt sensibilisés, en disant finalement c'est quoi cette dictature environnementale que vous êtes en train de dessiner et que vous nous proposez. On a très vite dû enlever de la consultation les questions qui en fait apparaissaient aux yeux des participants comme très culpabilisantes. Alors on ne l'a pas fait volontairement, mais on s'en est aperçu justement en les essayant. Donc toutes les questions qui finalement revenaient sur le monde qu'on voulait laisser aux générations futures, sur les sacrifices qu'on était prêt à faire pour ces enfants, il y avait une véritable levée de bouclier. Et les participants, quelque part, étaient assez agacés parce qu'ils avaient l'impression qu'on les montrait du doigt. Et finalement, ce qu'ils disaient, c'est écoutez, on a aussi hérité d'un modèle de société capitaliste, on a hérité des 30 Glorieuses, etc. Donc finalement, nous, nos actions, elles s'inscrivent dans un modèle qu'on nous a imposé, qu'on ne maîtrise pas complètement. Et donc le fait de les culpabiliser pour les mettre en mouvement, ça clairement, ça ne marche pas. Par contre, ce qui fonctionnait bien, c'est quand les discussions s'orientaient vers des notions de sobriété heureuse. Quand finalement, sans que nous on le dise, mais que les participants débattaient finalement sur l'impact de ces mesures sur leur qualité de vie. Est-ce que finalement revenir à des choses plus simples, à un rythme de vie peut-être moins stressant, serait une contrepartie à cette transition? Et ça, on l'a vu quand on a travaillé sur la mobilité longue distance. À nouveau, la consultation a eu lieu pendant la crise sanitaire, donc on ne pouvait pas aller au bout du monde quoi qu'il en soit. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, on voyait un peu partout des publicités qui faisaient la promotion de nos régions pour voyager davantage en France. Et en fait, sur la thématique de la mobilité longue distance, assez naturellement, les participants disaient c'est vrai que sur le voyage, en ce moment, on n'a pas le choix. Donc au lieu d'aller à l'autre bout de la planète, on va en Bretagne, on va en Normandie et on n'est pas plus malheureux. Mais on a dû nous accompagner, on a dû finalement presque nous inculquer un nouvel imaginaire pour qu'on se dise que finalement, c'était pas si mal. Donc, à nouveau, cette question du récit est extrêmement importante parce que donner simplement les faits, on voit que ça suffit pas et que le risque, c'est qu'on ait raison, mais qu'on aura raison tout seul et qu'on ne créera pas le mouvement pour aller vers cette transition. Néanmoins, force est de constater qu'il y avait aussi quelque part un syndrome parfois de l'enfant gâté. C'est-à-dire que personne ne voulait se mettre en mouvement, personne ne voulait changer son quotidien sans alternative, à la rigueur on peut le comprendre, voire sans contrepartie. Donc, je veux bien limiter l'usage de la voiture si on me garantit que les transports publics seront aussi rapides, aussi confortables et aussi sûrs. Je veux bien manger local, mais je veux néanmoins avoir mon café et mon chocolat. Je suis contre l'artificialisation des sols, mais je veux quand même avoir ma maison individuelle. Je veux bien relocaliser, mais je veux que l'État m'aide financièrement pour compenser la hausse des prix. Donc ça, vraiment, on voyait finalement que la thématique de conserver ce qu'on a, conserver son confort, était extrêmement importante. Encore une fois, avec un écart parfois générationnel, mais néanmoins de manière transverse, les gens n'étaient pas du tout prêts finalement à renoncer à ce qu'ils avaient connu. Alors évidemment, ça pose des questions face à ce qui arrive. La claque sera peut-être plus ou moins importante, mais en tout cas, cette notion d'accompagnement et de contrepartie était présente dans toutes les thématiques, ce qui nous amène à la conclusion suivante. L'État, ami ou ennemi? Alors l'État a eu vraiment un rôle central dans toutes les thématiques. L'État a été mentionné avec une vision assez paradoxale. D'une part, une vision assez négative, beaucoup de méfiance, beaucoup de défiance vis-à-vis de l'État. Les gens, finalement, étaient assez perplexes en ce qui concernait la capacité et la volonté de l'État de mener à bien cette transition.
au vu des choix passés, au vu de l'influence du système économique, diplomatique, au vu du poids des lobbies, et puis aussi voyant que la France n'est pas seule au monde et donc il y a aussi un contexte géopolitique à prendre en considération. Et donc, est-ce que l'État voulait vraiment finalement mener cette transition à bien? Et puis par ailleurs, comme on le disait précédemment, avec un rejet de tout ce qui concernait la limitation, l'imposition de règles qui venaient limiter les libertés individuelles. Donc d'un côté, une vision plutôt négative de l'État. Alors ce qui évidemment a amené dans les discussions la question de la démocratie, de l'exemplarité, de la transparence, de la démocratie participative, qui était vraiment vue comme un prérequis à l'acceptation potentielle de telles mesures. Et puis de l'autre côté, énormément d'attentes en ce qui concernait le rôle de l'État. Puisque l'effort individuel ne suffit pas, puisqu'il faut mettre cette transition en œuvre à l'échelle collective, alors c'est à l'État de poser le cadre, c'est à l'État de proposer des solutions et des alternatives. Donc, si on doit manger moins de viande, l'État doit accompagner les éleveurs dans la reconversion. Si on doit rénover nos logements, c'est à l'État de financer les rénovations. Si on doit passer à la mobilité douce, c'est à l'État de financer cette transition vers le vélo ou de mettre en place les infrastructures qui vont bien pour le covoiturage, par exemple. Donc l'État au centre de toutes les discussions, mais avec finalement une vision extrêmement paradoxale chez tous les participants. Et c'était particulièrement vrai, cet accompagnement, ce rôle dominant de l'État pour la thématique de l'emploi, ce qui nous amène à la conclusion suivante, le fait que l'emploi ait été la thématique la plus explosive du PTEF et de la Big Review. Alors le shift avait eu le nez fin parce qu'il l'avait anticipé en disant finalement que l'emploi, ce serait vraiment un pivot de réussite ou d'échec de la transition. Je ne vais pas revenir en détail sur cette thématique parce qu'il y a eu la présentation détaillée hier, donc pour ceux que ça intéresse, je vous invite à aller voir le replay ou à aller voir l'analyse détaillée quand on les enverra. Néanmoins, ce qui est sûr, c'est que sur l'emploi et plus particulièrement sur le sujet de la mobilité, de l'évolution des rémunérations, de la compatibilité des emplois et ou de certains secteurs aux enjeux environnementaux, c'était une thématique extrêmement sensible chez les participants, où il y avait une véritable inquiétude, une angoisse à se dire potentiellement, mon job n'est plus pérenne dans le futur et finalement, qu'est-ce que je deviens ? Donc, à nouveau, l'accompagnement de l'État était une condition sine qua non, en termes de formation d'une part, mais aussi en termes de maintien du niveau de vie. Donc, si l'État ne maintient pas le niveau de vie, pas de conversion, en tout cas volontaire, de la part des participants. Et puis, dernière conclusion transverse, il est beaucoup plus facile de renoncer à ce qu'on n'a pas connu. Alors, ça peut paraître évident, mais ce qu'on a vu, c'est que sur l'ensemble des thématiques, l'alimentation, la consommation, la mobilité, était très difficile pour les participants de renoncer à ce qu'ils avaient connu. Moins manger de viande, moins prendre l'avion, etc. Sauf sur une thématique où on n'a pas eu la même réponse. Sur la thématique des nouvelles technologies. On a posé une question aux participants qui était de savoir s'ils préféraient que certaines technologies ne soient pas mises sur le marché à cause de leur impact environnemental, donc on l'impose, que l'État l'impose, ou s'ils préféraient que ces nouvelles technologies voient le jour quoi qu'il en soit, et que ce soit aux consommateurs de faire le choix de l'utiliser ou non. Eh bien, c'est la seule thématique sur laquelle tous les participants nous ont dit « je suis pour une interdiction, je préfère ne pas avoir le choix pour ne pas être tenté ». Donc en fait, quand les gens n'ont pas connu, c'est évidemment plus facile de renoncer. Et ce résultat, il se recoupe avec ce qu'on disait sur la sobriété en introduction. Finalement, quand on est plus jeune, qu'on n'a pas encore accumulé beaucoup de confort, c'est beaucoup plus facile d'aller vers plus de sobriété que quand peut-être on a avancé dans la vie et on a pris certaines habitudes de vie, on a peut-être un certain confort. Donc c'est à garder en tête dans la mise en place de la transition et surtout pour l'État, dans ce qui va être autorisé ou non, parce qu'il est beaucoup plus difficile de revenir en arrière que finalement d'interdire dès le début quelque chose qui ne serait pas forcément vertueux dans le cadre de cette transition. Alors une fois qu'on a dit tout ça, finalement, qu'est-ce qu'on en tire ? La conclusion des conclusions, déjà, c'est la liberté. Clairement, la Big Review, elle montre que les gens, la population, en tout cas les gens qu'on a interviewés, ne sont pas encore prêts à aller vers un système qui finalement mettrait en œuvre beaucoup de privations de liberté, beaucoup de régulation, beaucoup de limitations. Évidemment, l'éducation, la sensibilisation, de ce fait, auront un rôle absolument clé
pour accompagner ce type de mesures. La deuxième chose, et on le sait, c'est qu'on est plein de contradictions. Et vraiment, pendant les discussions, on a vu à son apogée le phénomène de dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'on veut tous sauver la planète, on est tous pour, je veux dire, tout le monde l'a compris, je pense, à ce stade, mais quand on arrive aux mesures et aux effets et aux impacts concrets dans notre quotidien, bah là, on est beaucoup plus frileux. Mais il y a aussi une bonne nouvelle, c'est que la consultation montre que les gens sont plus conscients. Encore une fois, personne ne nous a dit « mais pourquoi vous nous embêtez avec ça? Je ne vois même pas pourquoi vous posez les questions ». Donc les gens ont compris, ce qui est extrêmement positif, mais ce qui veut dire aussi que savoir, comprendre ne veut pas dire agir. Et ça fait écho à une table ronde que j'animais hier, « Informer suffit-il à susciter l'engagement ?» Bah, la réponse, évidemment, c'est non. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, pour mettre en mouvement, il faut créer l'émotion, il faut réinventer le récit, il faut absolument s'éloigner de ces thématiques d'écologie punitive parce que force est de constater que ça ne marche pas. Et donc tout l'enjeu, et pour moi c'est la conclusion principale de la Big Review et c'est la mission sur laquelle les shifters, je pense, devraient maintenant travailler, c'est de réinventer le récit. C'est de trouver le juste équilibre entre dire la vérité, sensibiliser, ne pas tomber dans le greenwashing et en même temps construire un projet de société qui donne envie. Pour ceux qui ont assisté à la table ronde d'emploi hier, ce qui était exprimé, c'est qu'il y a le rapport du GIEC et évidemment il est crucial. Aujourd'hui, il y a le PTEF qui fait un petit peu ce lien en disant bah, voilà l'urgence, voilà d'un point de vue macro comment on pourrait régler la question, comment ça pourrait se traduire. Et la pièce manquante du puzzle, selon moi, c'est le projet de société qu'on en fait. Parce que le PTEF, ce n'est pas encore un projet de société à ce stade. Et c'est ce sur quoi je pense qu'on pourrait travailler collectivement, nous, shifters. Comment on réinvente un champ des possibles qui soit à la fois crédible, mais qui donne aussi envie de se mettre en mouvement. Et ça, dans le contexte des présidentielles qu'on connaît, et alors que la prochaine étape pour le PTEF, c'est d'être présenté au candidat présidentiel, bah c'est évidemment extrêmement important. Alors et maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Bah, la première chose, c'est déjà que maintenant, on a une méthodologie sur étagère qui est disponible pour tous les shifters. La Big Review et notamment le principe d'animation de discussion, en fait, ça fonctionne très bien. On n'a pas eu un seul retour négatif de participants ou d'animateurs qui nous auraient dit qu'une conversation, une discussion a été catastrophique, que ça s'est mal passé, que c'était mal organisé. Donc en fait, en un temps assez rapide, vous pouvez vous former pour tester n'importe quelle thématique. Hier, en discutant avec certains d'entre vous, on s'est dit que, par exemple, la thématique de la finance n'avait pas beaucoup été testée dans la Big Review, ce qui est tout à fait vrai. Eh ben, on peut la tester, il suffit juste de pondre les questions, mais le mécanisme d'animation, il existe et il est à votre disposition pour les projets que vous voudriez lancer. La deuxième chose, c'est que si la Big Review s'arrête officiellement, bah, elle est toujours disponible. Donc si vous aimez animer, vous voulez aller provoquer ces temps de discussion, d'échange avec votre entourage, bah, allez animer des Big Reviews. Ce sera plus analysé comme on l'a fait là, mais l'effort de sensibilisation, il est toujours à votre disposition. L'autre chose que je retire de ce projet, c'est finalement ce qu'on veut faire nous en tant que shifter et ce qu'on est capable de faire. Comme je vous le disais, la difficulté principale, ça a été la diversification. Comment est-ce qu'aujourd'hui on va toucher des gens qui ne font pas partie de notre cercle et qui ne sont pas forcément sensibles à la question? Est-ce que c'est le rôle des shifters d'aller vers le grand public ou pas? Alors c'est plus une question pour le CA, c'est pas à moi d'y répondre aujourd'hui, mais en tout cas la Big Review rappelle que c'est pas si simple de le faire. Et la deuxième chose, c'est que même si on est très content des résultats de la Big Review, il y a eu une implication des shifters qui était quand même moindre que ce qu'on espérait. Comme je vous l'ai dit, on a fait un peu plus de 500 discussions avec l'aide de un peu plus de 200 shifters. Et au début, on s'était fixé comme objectif de faire 1000 ateliers de discussion en se disant bah, finalement, sur les 10 000 shifters, ça veut dire que 1000 shifters vont faire une discussion, c'est pas énorme. Mais en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est plutôt 200 shifters et plus particulièrement le top 50 des super animateurs qui ont mené la plupart des discussions. Alors c'est pas grave, il n'y a pas de reproche dans ce que je dis, mais ça veut peut-être dire que les shifters sont moins à l'aise avec ce type de mission, d'aller prendre la parole en public et puis d'aller quelque part se mettre un petit peu en danger, d'aller animer avec des gens qu'on ne connaît pas. Pareil, c'est juste quelque chose à avoir à l'esprit sur ce qu'on veut faire ensuite avec l'asso. Et puis la dernière chose, et c'est pour moi la plus importante, c'est que maintenant on a une super base de données qui est à disposition de tous les shifters et évidemment du shift. Donc finalement, vous dans les missions que vous voulez lancer, bah, vous avez toutes ces informations que vous pouvez réutiliser comme vous le voulez finalement pour mener les missions qui vont suivre, que ce soit sur les récits ou que ce soit de creuser un des secteurs. Et ça, c'est quand même extrêmement précieux.
Alors voilà, pour terminer, je voulais, même si tout le monde n'est pas là, dire merci aux 30 shifters qui pendant 1 an et demi ont travaillé d'arrache-pied sur le projet qui était assez tentaculaire. Évidemment à tous les shifters qui se sont prêtés au jeu de l'exercice de l'animation, au top 50 des super animateurs qui ont passé énormément de week-ends et de soirées à animer sur Zoom en plus, puisqu'on ne pouvait pas le faire en physique, ce qui a été aussi une difficulté dans le projet. Et puis merci à tous de votre attention et je serais ravie de répondre à vos questions si vous en avez. Ouais. Moi, je trouve que les résultats, c'est vraiment très, très intéressant ce que tu as présenté. Ça vient comme une grosse surprise pour moi, parce qu'effectivement, le biais de recrutement des personnes qui ont été interviewées dans le cadre de la Big Review, on l'avait bien senti, et je m'attendais à quelque chose quand même de beaucoup plus favorable. Donc là, ça vient comme quelque chose de très fort. La question que je me posais, alors j'ai bien entendu que tu ouvrais la porte à dire le matériel disponible, faisons-en quelque chose, mais cette année, avec ce qu'on dit des membres du CA, avec ce que Jean-Noël a dit tout à l'heure en disant qu'il 2022 pour plus communiquer sur les résultats, pour moi, quand j'ai découvert l'initiative au départ, je voyais vraiment le résultat de ça comme étant un outil ou des résultats à communiquer de façon importante, pour qu'ils soient publics, mais même privés dans une certaine mesure. Et là... Oui. Dans ce cas-là, en voyant les résultats, on se demande si ça ne serait pas contre-productif. Parce que personnellement, je trouverais ça très intéressant d'aller communiquer avec les élus, avec des cercles d'entrepreneurs ou autres sur ces questions-là. Mais en voyant le fait qu'on repart sur des questions en disant qu'il faut sensibiliser la population, ça ne va pas être de nature à mettre en mouvement les décideurs par rapport à ces mesures-là. Donc je pense que ça vaudrait le coup d'avoir une réflexion collective sur ces questions et sur que faire de ces résultats-là. Parce qu'il y a quelque chose à en faire. Comme c'est à l'écran là, il y a un travail considérable qui a été fait. Il faut vraiment l'utiliser au maximum. Merci beaucoup. Alors oui, effectivement, c'est sûr que les résultats ont été assez surprenants parce que pour être complètement transparente, quand on a vu le type de répondance dessinée, on s'est dit ouais bon, en fait ça va servir à rien parce que c'est que des gens super sensibilisés, donc tout le monde va être pour. Bon en fait c'est pas du tout ce qui s'est passé, donc ce qui est quand même hyper riche et précieux pour nous, c'est pas forcément les résultats qu'on espérait, mais ça veut pas dire qu'ils sont pas utiles. Et il est vrai que, alors, sur le travail plus large de communication, ça, effectivement, il faut qu'on en parle. Ça va déjà être pour vous, shifter et le shift, parce que, comme je le disais, l'idée, c'est que cette consultation, elle vienne aussi enrichir le PTEF. Donc ça, ce sera pris en compte. Mais c'est pour ça que, pour moi, au-delà de communiquer les résultats bruts comme ça en externe, le travail le plus important maintenant, c'est de se dire, en fait, là, le projet de société qu'on dessine, personne l'achète. Donc ça ne veut pas dire qu'on a tort sur le raisonnement intellectuel et sur les chiffres, bien sûr que non, mais ça veut dire qu'il faut le marketer un peu si je caricature. Et c'est pour ça que, moi, le plus gros projet sur lequel je rêve de bosser, et je vous invite à me rejoindre si vous voulez, c'est qu'on bosse sur ce récit-là en fait. C'est quoi le projet de société derrière les chiffres qu'on expose? Et je pense que du coup, une fois qu'on aura ce projet de société, faudra peut-être refaire une big review et voir si les résultats sont fondamentalement différents ou pas. Donc l'idée n'est pas juste de dire il faut continuer à sensibiliser, parce qu'au contraire, oui, il faudra toujours sensibiliser, mais ça montre que la sensibilisation, elle suffit pas et qu'il suffit pas d'avoir conscience du problème, mais que maintenant, il faut proposer des alternatives acceptables, parce qu'en fait, en majorité, les gens, ils ont envie d'avoir une vie sympa, et on peut ne pas être d'accord sur la démarche intellectuelle, mais c'est une réalité. Donc, il faut leur proposer un projet de société qui donne envie. Ah, pardon, désolé. Pardon. Ouais. Désolée. Ok, merci. Bonjour, donc je fais partie, pas du top 50, mais quand même des 213. Juste, je voulais savoir si, suite à cette synthèse, cette restitution, il était prévu qu'on ait éventuellement un document ou quelque chose à transmettre aux gens qui ont bien voulu participer à ces ateliers, qui ont passé leur temps, pour aussi leur faire une restitution à eux d'une manière ou d'une autre. Parce que c'était une attente aussi des participants, moi, qui ont dit « c'est super, qu'est-ce que vous allez en faire ?» J'avais expliqué un petit peu. On en parle à l'univers shifté, et maintenant, quoi, what else?
Merci. Alors tout à fait. Donc là, le travail des prochaines semaines, c'est déjà toutes les analyses sont terminées, hein, donc on les a, mais de vous les envoyer sous un format un peu sympa. On va travailler vraiment dessus sur le mois qui suit. Et effectivement, c'est une très bonne idée aussi de partager ce document plus largement. Il faut juste qu'on voit, et là, c'est une décision, il faut qu'on tranche. Si on leur envoie tel quel, le même version qu'au shifter, ou s'il y a quand même un petit filtre à avoir, je pense qu'il y aura un petit filtre à avoir. Mais effectivement, l'idée, c'est vraiment d'avoir un document interne, une base de données brute dans laquelle vous irez vous servir, un document un petit peu résumé que vous puissiez lire, et puis une version externe qu'on puisse valoriser auprès des participants et des partenaires. Ouais. Donc, avant la fin de l'année, tout ça sera prêt, ça c'est sûr. Merci, j'ai le micro cette fois. Merci pour cet exposé, c'est hyper intéressant. Comme tu es celle qui connaît le mieux les résultats au fond, j'ai une question de pratique à poser. Quand on entend ces questions de réticence face au changement, et cette question de comportement not in my backyard, et les gens qui veulent que les autres bougent mais pas eux-mêmes, la question que je me pose, c'est est-ce que la claque qu'ils ont prise n'est pas assez forte et qu'ils n'ont pas assez compris que, en fait, si on ne change rien, on retourne au Moyen-Âge dans 60 ans? Ou est-ce qu'ils n'ont pas compris, dans l'autre sens, que le projet qu'on propose n'est pas si violent que ça, et que quelque part, ce qu'on propose, c'est de revenir à un modèle de société où le niveau de consommation est peut-être équivalent à celui de la France des années 50 ou des années 60, mais nos parents et nos grands-parents vivaient bien à cette période-là, et ce n'était pas non plus l'éclairage à la bougie. Sur lequel de ces deux jambes est-ce qu'il vaut mieux marcher en premier? Sur laquelle est-ce qu'il faudrait insister en premier? Quel est de ces deux leviers lequel il faudrait activer en priorité, même si évidemment il faut activer les deux? Alors moi, je dirais très clairement le deuxième. Alors je ne dis pas que tout le monde a compris qu'on allait droit dans le mur, mais en tout cas, je pense que les participants à la Big Review avaient quand même plutôt compris qu'il y avait un truc qui tournait plus rond et qu'il allait falloir changer. Et vraiment, et moi j'ai moi-même changé d'avis là-dessus. J'aurais pas du tout eu la même réponse avant la Big Review. Avant la Big Review, je t'aurais dit les gens comprennent pas assez, faut leur mettre une claque, c'est plus possible. Et en fait, après la Big Review, je dis ça ne sert absolument à rien, c'est contre-productif parce que tu vas mettre une claque aux gens. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que quand ils ont pris la claque, ils restent tétanisés devant les phares de la voiture. Donc je pense que, alors il y a sans doute une partie de personnes qui s'en fichent, mais je pense que fondamentalement, la majorité ne s'en fiche pas. Mais en fait, on est tous humains, on n'est pas éternel et donc on a envie que notre vie sur cette terre soit quand même un peu sympa. Et donc je pense que c'est plutôt ta deuxième option, c'est que pour eux, le changement qu'on propose a l'air hyper effrayant et qu'il s'agit au contraire de dire non mais ça va bien se passer, il va y aussi avoir un côté positif dans la transition qu'on propose. Et c'est pour ça qu'à nouveau, ce marketing et ce projet de société, parce qu'en fait, aujourd'hui, personne dans la sphère économique, politique ou associative ne propose un projet de société. C'est-à-dire soit on est dans le greenwashing et donc il n'y a rien derrière, soit on n'est que dans le rapport extrêmement factuel du GIEC, un peu plus opérationnel du PTEF évidemment, mais ce truc de dire une fois qu'on a tout ça, voilà, c'est ça le projet collectif, c'est ça vers quoi on veut aller, ça n'existe pas aujourd'hui et je pense que le problème est là, vraiment. Donc vraiment, j'irais plutôt vers ta deuxième option d'expliquer aux gens qu'en fait, c'est un projet collectif et que va pas y avoir que de la souffrance, au contraire, va y avoir aussi des choses très positives qui vont ressortir. Mais il faut les définir et ça, je pense que c'est pas complètement fait encore. Bonjour, merci pour cette présentation, très bonne qualité, enfin c'est très agréable. Plein de questions qui me viennent en tête, mais je vais en donner une. Est-ce que le PTEF a été testé auprès de décideurs, de corps intermédiaires, ou parce que ça sera peut-être pas les mêmes retours non plus, quoi. Alors, le PTEF, je ne sais pas s'il y a quelqu'un du Shift, je pense qu'il a été présenté, mais là, du coup, c'est vraiment côté Shift. La Big Review, en tout cas, par contre, alors c'était ouvert à tout le monde, donc oui, dans les participants, il y avait des décideurs. On a essayé, et Laurent pourra en parler après, puisqu'il parlera des régionales, de le proposer dans le contexte de rencontres politiques dans le cadre des régionales, et pour être tout à fait honnête, ça n'a pas trop marché. Donc là, c'était vraiment une cible très ouverte, très grand public, entreprise aussi, parce qu'on a mené un certain nombre de partenariats, mais pas d'actions spécifiques décideurs qui ont en tout cas fonctionné, mais je pense que Laurent pourra revenir dessus après. On a essayé de le faire dans le contexte des régionales, mais sans trop d'accroche côté politique. Mais ce serait clairement une action probablement à pousser ensuite, ça c'est certain.
Je ne sais pas si c'est trop rupture ou si c'est pas dans leur agenda politique ou s'ils ne voient pas l'intérêt. Je pense que c'est un facteur de raison et qu'on n'a sans doute pas complètement étudié le sujet. Là, l'idée, c'était vraiment de le tester auprès du plus grand nombre de citoyens les plus variés possibles. On n'a pas eu ce focus décideur. Il y a eu quand même ce focus entreprise parce qu'hier, il y avait le grand débat des entreprises. Et en fait, le grand débat des entreprises, c'est la déclinaison de la Big Review pour les entreprises. Donc, décideurs économiques, oui. Décideurs politiques, effectivement, c'est pas une cible qu'on a forcément réussi à atteindre avec la Big Review. Bonjour, je voudrais faire un double feedback. D'abord, merci beaucoup pour cette présentation, c'est vraiment très intéressant et ça nous fait une bonne base de travail pour avancer. Je voulais juste te donner un feedback parce que hier, moi j'étais, comme certains d'entre vous probablement, à ta présentation et j'étais arrivé à la conclusion totalement inverse. J'avais l'impression que c'était vraiment facile et gagné, que 80% des gens étaient prêts à changer. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus complet et effectivement, la conclusion est totalement opposée. Donc, ça serait intéressant que peut-être d'autres puissent donner un feedback sur ce qu'ils ont vécu hier et ce que la présentation complète amène comme information. Et puis le deuxième feedback, c'est que moi je viens de Suisse, et en Suisse on a une démocratie, on va dire plus active qu'en France, en tout cas plus directe, et on voit qu'on arrive exactement à cette situation, c'est-à-dire que l'écologie a beaucoup monté, les partis écologiques ont beaucoup monté, et donc les gens sont individuellement, comme c'est décrit dans ce que tu as dit, intéressés par l'écologie et conscients qu'il y a un problème, mais quand on arrive avec ce qu'on appelle des initiatives, donc des projets de loi proposés par les individus, et ben on voit qu'ils ne passent pas. Et récemment, il y a eu la fameuse loi carbone en Suisse qui a été rejetée, finalement, alors que c'était la mise en application d'une volonté écologique. Et ça n'a pas fonctionné. Donc on voit qu'on arrive exactement à ce que tu décris dans ton document. Conceptuellement, les gens sont d'accord, mais quand ça touche la vie quotidienne, la viande, les avions, la taxation sur l'essence, les gens ne sont pas d'accord. Déjà, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que du coup, c'est à peu près robuste. Donc ça, c'est bien. Alors, par rapport à ce que tu disais sur hier, en fait, non, finalement, effectivement, tu as 80% des gens qui veulent une transition. Tu as 85% des gens qui sont effectivement dans l'absolu en faveur d'interdiction. Mais sur l'emploi, comme sur le reste des thématiques, quand ça arrive dans le détail que tu cites, très opérationnel, en fait, effectivement, c'est là que ça bloque. Et encore une fois, on en revient au sujet de contrepartie. Donc, clairement, en fait, les gens... n'ont pas cet état d'esprit, et on peut quelque part le comprendre, sacrificiel. Donc juste de leur dire maintenant on va se contraindre, ça je pense que pendant un certain nombre de temps, tout ce qui était association, partis environnementaux, écologistes ont eu ça en tête, mais en fait ça ne fonctionne pas. Donc l'avion non, mais du coup quelle alternative et comment en fait est-ce qu'on fait rêver les gens de plus partir à Hawaï mais de partir en Bretagne, enfin vraiment à nouveau dans la consultation sur la mobilité on voit que ça marche, c'est-à-dire que les gens étaient contents de partir en Bretagne parce que en fait il y a plein de trucs sympas à faire et puis parce qu'on l'a marketé et puis parce qu'on leur a dit en fait c'est aussi cool de partir en Bretagne qu'à Hawaï. Et justement hier en parlant avec certains d'entre vous, en fait je pense qu'il faut que le type de vie écolo, sans tomber dans la caricature, soit vu comme un type de vie sympa, en fait, qui donne envie, et pas comme quelqu'un qui a une vie hyper austère, qui se prive de tout, qui se coupe de tout. Et donc, je pense que sur le sujet des lois, c'est vraiment ça, de juste dire aux gens, vous prendrez plus l'avion, vous mangerez plus de viande. Ouais, ok, mais en fait, j'ai quoi en échange? Et moi, dans un quotidien où j'ai déjà le stress du boulot, les impôts, etc., comment est-ce que tu me donnes envie? Et force est de constater que la grande menace de dire, parce que sinon, on va tous mourir, les gens disent, ouais, mais en fait, moi, je préfère mourir, mais avoir eu une vie heureuse. Donc, il faut qu'on arrive à trouver ce juste milieu entre pas faire l'autruche, pas être dans le greenwashing, et en même temps, dire aux gens, oui, il va y avoir un certain nombre d'efforts à faire, mais ça va payer, et regarde tout ce que tu vas avoir en échange. Et je pense que tant qu'on n'a pas défini de manière concrète et honnête tout ce que tu vas avoir en échange, on n'y arrivera jamais. Oui, merci. Merci pour la présentation. J'avais juste une petite question. Puisque la conclusion, c'est un peu d'essayer de construire un récit, est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt quand même à s'adresser justement plutôt aux personnes qui construisent le récit, c'est-à-dire les gens dans la culture, ou les gens même, j'allais dire de façon un peu plus taboue, les gens dans la religion ou ce genre de personnes, pour parce que c'est des gens dont c'est le cœur de métier entre guillemets, quoi. Voilà. Complètement, en tout cas, sur le rôle de la religion. Là, je suis moins sûre, mais en tout cas sur le rôle de la culture, très clairement, c'est aussi ce qui est revenu lors de la table de le rond d'hier, quand on disait comment sensibiliser des gens qui s'y intéressent pas. C'est en fait que ce soit plus
l'information environnementale, mais qu'en fait, cette information environnementale, elle soit partout dans la culture, dans les films, dans les romans. Et je ne sais pas si vous l'avez lu, mais quand on a sorti la Big Review, on a travaillé avec le romancier Laurent Ladouari, qui a en fait du PTEF une nouvelle, donc romancée et une nouvelle de fiction. Et justement, Laurent, il a fait ça en disant, le PTEF, c'est génial, mais peu de gens vont le lire. C'est comme les rapports du GIEC. Donc, en fait, il faut qu'on leur donne quelque chose d'assez concret sur ce que pourrait être ce champ des possibles. Si vous ne l'avez pas lu, il y a aussi en piste audio, je vous invite à le faire. Et du coup, Laurent, c'est son inspiration personnelle du PTEF et de ce que pourrait être la vie si on mettait en œuvre cette transition. Et je pense que ce type d'initiative, ce sera bien plus efficace que tous les rapports du monde. Donc oui, il faut que ce soit partout dans la culture. Et encore une fois, il faut que ce soit perçu comme quelque chose d'extrêmement positif et pas comme un truc de privation et qui fasse peur. Et je suis convaincue que la culture a un rôle énorme à jouer là-dedans. Alors déjà merci, c'était super. Et est-ce que là, le pourcentage des gens là, du corps secondaire ou les ouvriers ou les agriculteurs qui ont été interrogés, est-ce que c'est les mêmes conclusions pour eux ou c'est légèrement différent? Alors, ce serait pas. Honnêtement, la proportion a été trop faible pour qu'on en tire des conclusions malheureusement représentatives. Et encore une fois, hein, c'est pas faute d'avoir essayé vraiment. On a contacté des syndicats, des représentants de ce type de métier. Ça a très peu marché. Donc, c'est vrai que. Oui, les réponses étaient les mêmes, mais parce qu'en fait, c'était tellement fin que je pense que c'était aussi noyé dans la masse des autres répondants pendant les discussions. Et donc, ça a influencé sans doute les choses. Donc, oui. Mais il y a quand même un gros bémol sur la représentativité. Il faut quand même avoir l'honnêteté intellectuelle de le dire. Je vais me permettre de poser une question, du coup. Je vous amène du micro tout de suite. Merci pour la présentation et pour tout le travail. C'était vraiment un projet pharaonique et super. Ce qui est très intéressant, je trouve, dans le PTEF, c'est que ça apporte justement, c'est ce que tu disais, un projet de société. Mais du coup, quand on répond aux questions, donc j'ai été participante de plusieurs Big Review, en fait, il y a un aspect pas facile à prendre en compte, c'est de dire, OK, est-ce que moi, individuellement, par exemple, je suis prête à arrêter de manger de la viande, mais au niveau de la société, est-ce que cette mesure-là, elle va fonctionner? C'est-à-dire que comment est-ce que peut-être que je vais dire aux gens, peut-être que je me dis, OK, c'est mieux de dire aux gens, c'est plus vendeur d'arrêter de manger de la viande plutôt que d'arrêter de prendre l'avion. Donc comment est-ce que on passe du niveau individuel au niveau de la société, quoi? En tout cas, dans la Big Review et le PTEF. J'aimerais avoir la réponse. Clairement, je ne l'ai pas, mais cette notion d'échelle, effectivement, ça a été ça la difficulté. En fait, c'est à quelle échelle on agit. Alors, à chaque fois, hein, les échelons proposés, c'était soit l'individuel, soit le local, communautaire, le régional, le national, l'européen et l'international. Mine de rien, le niveau européen revenait souvent. Parce que comme je vous le disais, l'individuel, les gens n'y croient pas, en tout cas sur l'impact possible. Le national, les gens sont assez sceptiques en fait. Est-ce que la France toute seule peut faire bouger les choses? Et l'international, c'est vu comme beaucoup trop gros et en fait trop complexe. Donc l'Europe, malgré tout, revenait souvent comme un échelon, quand on parlait de consommer plus local par exemple, comme un échelon qui était peut-être le juste milieu entre l'impact, parce que assez grand, et la faisabilité, parce que malgré tout un territoire déjà quand même organisé de façon assez commune. Maintenant, comment on passe, c'est tout le sujet, et la Big Review n'apporte malheureusement pas la réponse, le PTEF non plus, parce que en fait le PTEF il montre la route, mais il dit pas nécessairement encore comment y arriver. Je pense que pour aller au-delà de l'aspect décourageant de se dire il va falloir que ce soit à une telle échelle que je préfère rien faire, il y a peut-être quand même la théorie des cercles qui peut marcher, c'est-à-dire sans dire je le fais tout seul, je le fais déjà au niveau d'une communauté, d'une école, d'une entreprise, et puis je le fais au niveau d'un syndicat, et puis je le fais au niveau d'un secteur, etc., etc. Ça, j'y crois davantage que de dire que du jour au lendemain, on va réussir à imposer à l'échelle européenne de ne plus manger de viande. Ça, j'y crois un peu moins. Donc, mais j'ai pas évidemment à moi seule malheureusement complètement la réponse, mais clairement ce niveau d'échelle à laquelle agir, c'est effectivement une vraie question. Bonjour Anne-Charlotte, félicitations pour la qualité du travail et la restitution, c'est très impressionnant. J'ai participé à l'animation de plusieurs cercles Big Review, je ne fais malheureusement pas partie du top 20. Juste deux ou trois retours. Première chose, on parle d'univers shifté, on parle de shift.
J'entends beaucoup parler de sujets de climat, transition climatique, etc. Notre sujet, c'est le changement. Et j'inviterais tous ceux qui sont dans l'Assemblée et au-delà à se poser la question de comment on fait changer des groupes sociaux, comment on fait changer des groupes humains. Et je pense que ce serait intéressant d'avoir des éléments de formation là-dessus, parce qu'il y a de la recherche là-dessus. J'enseigne moi-même sur ces sujets-là. Il y a des éléments de connaissance là-dessus. Et là-dessus, pour rebondir sur ce point-là, donc la gestion du changement, c'est un élément clé en ce qui nous concerne comme sujet. Et oui, il faut une vision. Oui, il faut quelque chose qui appelle, qui donne envie aux gens. Après, cette vision, elle doit être multiforme, parce que chacun d'entre nous ici, on est réceptif à différents éléments. Certains sont plus réceptifs à des éléments quantitatifs, à des données, d'où l'intérêt de fournir ces données-là. D'autres plus au cœur. En fait, il faut pouvoir parler à ces deux éléments-là. Et donc, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. La prochaine étape, c'est quel récit, mais quel récit au pluriel. Parce que, voilà, on n'est pas tous mis en action par les mêmes choses. Et enfin, le dernier point, à titre individuel, j'ai adoré animer ces groupes-là. Et on a mis quelque chose en route chez les gens qui ont participé. On a été nous-mêmes des acteurs du changement. Et cette Big Review, ce n'était pas juste un input qu'on a été chercher, mais on a déclenché des réflexions. Quand les gens ont-ils, dans la vie qu'on a actuellement, avec des enfants, avec un travail, le temps de se poser 1 heure, 2 heures, et de parler avec un collectif et de réfléchir ensemble sur qu'est-ce que ça veut dire de arrêter de prendre l'avion, plus manger de viande. Et donc j'ai trouvé que c'était des temps qui étaient extrêmement précieux et qui avaient une valeur transformatrice, elle aussi. Donc voilà, c'était juste mon input. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais effectivement, tu as raison, c'était souvent le commentaire des participants qui disaient ce qu'ils avaient le plus apprécié, c'était l'échange avec des gens qui ne connaissaient pas et de se poser 5 minutes sur ces questions-là. Donc c'est pour ça qu'à nouveau, la Big Review, elle reste disponible. Quand vous avez l'occasion d'animer comme ça, je pense que c'est précieux. Et sur les différents récits, tu as tout à fait raison. Et d'ailleurs, alors là, c'est plutôt dans la mise en œuvre que le récit, mais quand on parlait de liberté, ce qui revenait souvent dans les discussions, c'était les quotas. En fait, les quotas semblaient une alternative intéressante aux participants. Alors, sur la faisabilité, il faudrait l'étudier. C'est-à-dire, plutôt que d'interdire l'avion, donner un nombre de kilomètres qu'on pourrait parcourir par an en voiture ou en avion. Donner, voire même, un quota carbone global et dans lequel on choisisse finalement ce sur quoi on fait l'effort. Mais effectivement, du coup, il y a différentes réalités, différents récits et peut-être aussi une certaine flexibilité dans les mesures qu'on doit imposer. On revient à la notion d'échelon. Est-ce que toutes les régions doivent avoir les mêmes règles, etc., pour que ça fonctionne? Peut-être pas. Donc, je pense que cette notion de flexibilité et de différents champs des possibles, ce sera clé dans la mise en œuvre si on veut que les gens adhèrent. Tu as raison. Oui, alors d'abord merci pour cette belle synthèse dans laquelle je me suis aussi retrouvé après avoir animé 2 seulement, alors je ne fais pas partie des 50 super animateurs non plus, après avoir animé 2 Big Review. Je voulais rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure sur le récit et sur la culture. La question que je me posais, c'est que souvent on parle de décideurs. Et quand on parle de décideurs, on pense aux politiques, aux chefs d'entreprise. Est-ce que dans les décideurs, il n'y aurait pas finalement, mais d'une manière beaucoup plus diffuse, les écrivains, les réalisateurs de cinéma? Je pense par exemple au fait que dans les années 50, les cigarettiers arrivaient à mettre dans des films des gens qui fumaient des cigarettes parce que c'était attractif. Et du coup, ma question, c'est est-ce qu'on a des initiatives qui vont dans cette direction, en fait, d'aller toucher un public non pas de décideurs politiques ou entrepreneurs, mais plus des artistes ou des réalisateurs de cinéma Alors, à ma connaissance, pas forcément. Néanmoins, par contre, le rôle de la culture est vraiment pris en compte. Déjà, nous, quand même, notre première idée, ça a été de travailler avec Laurent Ladoirie, comme je vous le disais, pour la Big Review. Donc, on en a vraiment conscience. Et puis, il y a quand même d'autres initiatives comme le Festival de cinéma. Mais tu as tout à fait raison. Je pense que l'étape suivante, ce serait d'aller finalement s'associer à des gens dont c'est le métier. Parce que, comme tu le disais, on parle des récits possibles. Bon, on peut tous essayer d'écrire quelque chose, mais en fait, c'est quand même un métier de réussir à projeter les gens, d'embarquer les gens. Donc, on travaille toujours avec Laurent, déjà, qui est passionné par le sujet, donc on voit ce qu'on peut faire de tout ça. Mais je retiens l'idée, effectivement, d'ouvrir le cercle à d'autres écrivains, réalisateurs. Je pense que ce serait extrêmement précieux. Merci beaucoup. Oui, moi j'avais deux remarques.
Je suis quand même très gêné qu'il n'y ait pas plus de personnes de milieu populaire qui aient pu être interviewées. Je pense que ça biaise beaucoup l'analyse qu'on fait, parce que pour avoir discuté un peu avec des agriculteurs, des artisans ou autres, je les trouve beaucoup plus sensibilisés parfois et beaucoup plus, enfin, plus en tout cas qu'on ne croit. Et je pense que dans cette situation, on se retrouve un peu dans une lutte des classes à l'envers, parce que c'est quand même eux qui auraient le top du bilan carbone et les riches qui auraient des difficultés et beaucoup d'efforts à faire. Et le fait de prendre ça en compte, ça quand même, ça les valoriserait. Et eux qui se sentent souvent, les milieux populaires, un peu rejetés, pas le droit à la parole, là, ils seraient plutôt valorisés d'avoir en position de force, on va dire, sur cet état des faits. Et donc moins d'efforts à faire finalement, et puisqu'ils ont moins de choses à perdre que les riches, quoi. Donc là, on pourrait un peu creuser le sujet, à mon avis, pour avoir des résultats qui un peu réconcilient l'écologie avec les milieux populaires, ce qui est un peu parfois difficile. La deuxième remarque, je pense, c'est au niveau pour limiter l'angoisse, parce qu'il y a quand même la notion de changement, et c'est d'analyser plus une progressivité dans les efforts à faire. Et peut-être que les gens ils seraient moins inquiets de dire il faut que je change toutes ces habitudes-là, tous ces conforts que j'ai. Si j'avais 10 ans, 20 ans, leur donner des perspectives un peu plus longues. Se dire du jour au lendemain, souvent la réaction qu'on a, c'est de dire du jour au lendemain, il faut que je parte plus en vacances, je prenne plus l'avion. Mais si c'est pour 10 ans, si on peut le fixer dans le temps par rapport à la ligne de projection jusqu'à 2050, c'est plus réalisable, quoi, et ça risque de moins les angoisser et d'être plus favorable. Voilà. Merci beaucoup, tu as tout à fait raison. Clairement, la représentativité, c'est pour ça que je vous l'ai dit en introduction, c'est quelque chose qu'on regrette. On aurait adoré effectivement avoir une meilleure représentativité. Bon, on a vraiment essayé, je vous assure, on n'a pas réussi. Mais effectivement, c'est sans doute, quand je vous disais maintenant de cette base de données, il y a plein de choses à lancer, ça peut être un type d'action. Typiquement, le monde ouvrier, le monde agricole, on n'a pas réussi à les atteindre. Comment on fait? Ça peut être une idée de prochaine mission. Mais à nouveau, la chance, je ne sais pas si on va appeler ça la chance qu'on a eue, c'est qu'on aurait pu du coup avoir des résultats qui ne servaient à rien en se disant tout le monde a été d'accord, oui, c'était tous des gens sensibilisés. Là, au moins, ça nous apporte quelque chose de se dire, même avec cette population-là, ça nous a quand même apporté beaucoup d'enseignements. Donc, quelque part, c'est une première étape. La seconde étape, ce serait d'avoir une meilleure représentativité. Et voilà. Et sur ta deuxième question de la progressivité, merci. Effectivement, je pense que ça doit rentrer dans le récit dont on a beaucoup parlé, peut-être de mettre des points d'étape, parce qu'effectivement, en fait, si la marche paraît trop grande, c'est très décourageant. Donc cette notion de progressivité, et on l'a vu, d'ailleurs, ça remontait de toutes les discussions, d'y aller en douceur, etc. Oui, force est de constater que c'est ce que les gens attendent. Donc maintenant, à nouveau, il faut trouver le juste équilibre entre accompagner les gens, les prendre par la main, aller en douceur, et en même temps être assez efficace pour quand même bouger. Dernière question. Merci beaucoup. Merci pour la présentation. C'était vraiment très très clair. Et je suis effectivement d'accord avec la dernière remarque. L'intérêt que cette étude soit pas forcément représentative de toute la population française, c'est en soi pas forcément un problème tant que les conclusions restent dans le périmètre de ce qu'on peut en tirer. Donc ça, c'était important. Et ça permet de voir que malgré notre niveau d'auto-saisie de certains sujets, même les personnes présentes dans l'office sont pas forcément toujours prêtes à se mettre le plus en mouvement. Et moi, j'aimerais appuyer peut-être la notion de création d'imaginaire collectif. Et à titre personnel, ça m'intéresserait beaucoup de voir ce qui va être fait au sein du Shift et des Shifters avec cette notion. Et finalement, peut-être aussi le propre paradoxe du shift, je trouve, on en a parlé un peu hier et un peu ce matin, c'est de pas forcément se lancer dans cette arène politique, parce qu'à partir du moment où on propose un projet de société et une vision, ça s'appelle faire de la politique. Et donc en tant que tel, la petit moment d'autopromo avec d'autres shifters et d'autres ingénieurs, on a créé un parti politique qui s'appelle Equinox, que vous pourrez retrouver sur equinox2022.fr, qui vise justement à essayer de faire cette dernière étape entre le GIEC, le PTEF et l'imaginaire collectif qu'on met aussi dans le débat public. Et donc ce serait l'occasion de continuer à travailler avec plein de shifters et plein de groupes locaux pour essayer de faire avancer ces imaginaires. Donc hâte de voir ce que va donner la synthèse du Big Review pour pouvoir le partager encore. Merci. Merci. Il y avait une autre question. Oui, c'est pas vraiment une question, c'est juste la question des gens qui
qui sont attachés à leur liberté, c'est vrai que ça confirme qu'on peut quand même souvent avancer en opposant des libertés différentes, en fait. L'exemple du vélo qui marche assez bien en ce moment, où on voit que la demande, c'est la liberté de pouvoir se déplacer à vélo, donc c'est bien une liberté. En Suisse, il y avait aussi les grosses votations sur le train, là, où les Suisses ont voté des milliards pour faire des tunnels ferroviaires, parce qu'ils ne pouvaient pas ne pas avoir la liberté de ne pas se déplacer en train. Et dans le cas où il y a un facteur limitant contraint, par exemple l'espace dans une grande ville, finalement, ça revient quand même à diminuer la place de la voiture, mais sans dire qu'on est contre la liberté de se déplacer en voiture, mais parce qu'on est pour la liberté de se déplacer en vélo. Et il y a pas mal de domaines où on peut avancer comme ça en donnant aux gens une liberté, parce que les gens vont la demander, en fait. Et ça peut faire reculer les émissions quand il y a un facteur limitant qui est consommé par les nouvelles activités qui sont apportées. Et un des facteurs limitants importants, c'est aussi le temps des gens. On a tous 24 heures dans une journée, et chaque week-end qu'on passe à faire une micro-aventure, c'est peut-être quelque chose en moins qu'on passe à aller faire un week-end shopping à Dubaï. Et alors tout à fait, finalement, quand on parle de contrepartie, ça peut être tout à fait ce que tu mentionnes, c'est-à-dire limiter une liberté, ça peut être en accroître une autre. Donc ça, pour moi, ça doit faire partie du récit, à condition que la liberté qu'on augmente, on la rende agréable et sexy. Donc ça fait partie aussi du marketing de la chose. Et après, sur la notion de temps, effectivement, ça faisait partie des contraintes qui remontaient beaucoup, que ce soit pour la mobilité, mais même plus globalement, mieux consommer, manger différemment. Ça revenait souvent de dire, mais en fait, j'ai pas le temps, donc j'achète le premier truc au supermarché. Donc bon, là, on en revient à des sujets, entre guillemets, plus classiques, de sensibiliser, d'expliquer comment bien manger, bien consommer pour que ce soit plus facile. Mais c'est pour ça que, voilà, sensibilisation d'un côté et réinventer le champ des possibles de l'autre, pour moi, c'est deux cheminements en parallèle qui sont évidemment cruciaux. Je sais pas si ça répond à la question que tu avais. Oui, bonjour et merci. Je fais partie des gens qui n'ont pas répondu favorablement et je le regrette amèrement. Non, juste un petit feedback à ce niveau-là. C'était très impressionnant de voir à la fois effectivement les travaux qui étaient en cours et de se dire je vais être capable d'animer quelque chose. Donc il y avait peut-être un problème de synchronisme des demandes qui fait que pour des gens qui étaient peut-être modestement conscients, c'était très impressionnant comme demande. Mais je regrette. On essaiera d'encore plus accompagner la prochaine fois. Merci du retour. J'avais une question. C'est cette démarche, elle ressemble à une forme d'observatoire quelque part. Comment va évoluer l'outil dans les prochaines années? Est-ce qu'on considère que c'est un des rôles que va avoir la structure? Et comment on actualise? À quelle fréquence? Comment on améliore l'outil? Voilà. Alors, comme je le disais, ce premier épisode de Big Review, il se termine officiellement, donc on n'a pas encore l'intention, par exemple, de dire dans 6 mois, on relance exactement la même consultation. Par contre, comme je le disais, l'outil et la méthodologie d'animation, elle est toujours disponible. Donc, si on s'aperçoit que finalement une nouvelle thématique émerge, on crée les questions, on peut les tester. Donc, d'une part, la méthodologie continue. Et d'autre part, rien ne nous empêche, par contre, effectivement, quand on aura peut-être, si on décide de le faire, ça c'est une autre question, travailler sur ce récit, travailler sur ce champ des possibles, de se dire, là, on a un récit qui nous semble tenir la route, et donc on va refaire une big review, mais avec ce récit, on va voir si on aura des résultats différents. Pour moi, tant qu'on n'a pas changé un des paramètres, ça sert à rien de retester, parce qu'on va retester les mêmes questions. Je ne sais pas si c'est un intérêt énorme. Mais donc, à la fois, la méthodologie reste, et donc elle est disponible pour tous vos projets. Et d'autre part, si on décide, nous, ou s'il y a une avancée extrême du PTEF ou du champ des récits, on peut relancer une consultation pour retester les choses avec des paramètres un peu différents. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire un deuxième essai en se disant, par exemple, on améliore la représentativité. Ça peut faire partie des futures missions, mais disons que ce sera la continuité de la Big Review. Et là, je vous appelle, vous êtes tous libres de finalement lancer ce type de mission. Le projet Big Review tel quel, là, il s'arrête, mais ça peut effectivement être un des champs d'action, c'est de se dire, on essaie, bon an mal an, de recreuser une Big Review spéciale monde agricole, spéciale monde ouvrier.
c'est tout à fait possible, mais là, c'est un appel à vous, bénévoles, si vous voulez vous lancer sur le sujet, effectivement. Bonjour, j'ai peut-être une idée un petit peu iconoclaste. Moi, je suis persuadé que les gens ils sont prêts à se bouger pour lutter, pour progresser, pour faire quelque chose qui soit de la construction. Leur demander de lutter pour de la restriction, c'est extrêmement difficile, c'est pas dans notre nature, et ça produit pas d'espérance. Et le Shift a sorti un autre rapport qui est la stratégie de résilience des territoires, et qui sont un certain nombre d'opérations qui sont faites localement, avec beaucoup d'efforts, avec des moyens, avec pas mal d'imagination. Je n'ai pas encore tout terminé le rapport, ça fait quand même 180 pages, mais c'est passionnant. Et je pense qu'il serait bon de combiner en fait un PTEF qui a des objectifs, disons, techniques de réduction de l'empreinte carbone. Mais comme tu l'as dit, ouais, so what, si je réduis mon empreinte carbone, si le Chinois d'à côté, le Russe ou l'Américain font l'inverse, alors au final, il n'y a rien. Donc ça ne m'intéresse pas forcément. Au premier chef, je ne vais pas m'amuser à lutter tous les jours contre ça. En revanche, si dans une trajectoire de construction d'une résilience, j'en profite pour réduire mon bilan carbone, ce qui est une évidence, parce que dans la résilience, tu construis forcément une décrue du bilan carbone. Tu as une synergie réelle, ou en tout cas, tu peux même oublier le bilan carbone et lutter, construire quelque chose de nouveau pour préparer quelque chose que tu sais arriver. Et là, tu peux de nouveau revenir au rapport du GIEC. Ça va mal se passer. Il est temps de faire quelque chose. Mais le quelque chose en question, c'est pas forcément rattraper le temps perdu des 30 dernières ou 40 dernières années où on n'a pas réduit notre émission, c'est de construire le monde qui va nous permettre de survivre convenablement dans les 20, 30, 40, 50 prochaines années. Et la combinaison des deux peut donner un récit qui ne soit pas juste un imaginaire. Alors j'ai beaucoup aimé la nouvelle de Laurent, mais ça n'explique rien sur la trajectoire. Donc c'est quand même un peu lointain, mais c'est vachement intéressant. Et je pense que l'idée de trajectoire de résilience peut être un choix intéressant. Je suis d'accord, et surtout sur la notion de construire, de donner de l'espoir, ça c'est clair. Donc la thématique de la résilience dans ce sens-là peut bien marcher. Je pondérerais seulement, au vu des résultats de la Big Review, sur le « ça va mal se passer, attention ». C'est-à-dire que je dirais il faut être plus résilient, il faut construire, il faut donner de l'espoir, et aussi expliquer, sans dire qu'il ne faut pas dire aux gens qu'il y a un risque et qu'il faut changer, on va être honnête. Mais pas seulement leur dire attention, sinon ça va mal se passer. Il faut aussi leur dire, et en plus, si on le fait, regardez, ça ira en plus vachement mieux. Donc voilà, je le pondérerai seulement, mais sinon complètement en phase. Merci. Merci pour cette présentation. Je fais juste une remarque sur le storytelling. On a parlé des végétariens. C'est peut-être là qu'il faut changer éviter l'opposition végétarien-mangeur de viande, parce que le PTEF, il ne dit pas qu'il ne faut plus manger de viande. Il dit simplement on mangera moins de viande. Donc peut-être le storytelling, c'est dit manger de la viande, mais peut-être la viande de meilleure qualité, etc. Sinon, j'avais une question. Tu as dit, effectivement, on renonce plus facilement à ce qu'on n'a pas connu. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas travailler plus sur les jeunes générations, puis finalement considérer un peu les vieux machins comme moi, comme un peu du bois mort? Je veux dire, le renoncement, quand on arrive à mon âge, c'est finalement voir la mort arriver, et puis on a de plus en plus de mal à renoncer. Alors que les jeunes, il y a beaucoup de choses qu'ils n'ont pas connues. Les jeunes, ils vont grandir. On parle d'échéance à 2030, 2050, donc à 30 ans. Et en fait, c'est les premiers concernés et les premiers à convaincre. Et peut-être que plutôt que d'essayer de me convaincre d'abandonner mes mauvaises pratiques, peut-être de convaincre des jeunes, finalement, de ne pas prendre nos mauvaises habitudes. Donc il y a peut-être un effet générationnel au niveau de la communication. Alors oui, d'autant plus qu'on voit que, encore une fois, quand on pondère tous les résultats par classe d'âge, on a des résultats effectivement différents. Au bémol de deux choses, c'est que quand même aujourd'hui les cercles de pouvoir, ils sont pas détenus par les jeunes a priori, mais par des gens qui ont de l'expérience d'une part. Donc sensibiliser les jeunes, évidemment, oui, parce que ce seront les moteurs de ce futur projet de société. Et en même temps, les décisions aujourd'hui, elles sont pas prises par ces gens-là, donc on peut pas complètement abandonner l'autre partie de la génération. Et puis par ailleurs, je pense que si on doit inventer un imaginaire, un projet de société collectif,
on ne peut pas aller sur un projet de société trop clivant où on dit bon bah les vieux de toute façon vous allez tous mourir donc c'est pas grave, on se concentre sur les jeunes. Je pense qu'il faut réussir à embarquer collectivement, voilà. Mais il y a évidemment un effort très important sur les nouvelles générations à faire, c'est certain. Et est-ce que vous avez essayé d'isoler entre guillemets les gens qui sont prêts à accepter les contraintes et à accepter les moins de liberté pour voir qu'est-ce qui fait que ces gens-là ils sont capables d'accepter les contraintes par rapport à d'autres? Parce que, je sais pas, par exemple, c'est pas que l'âge, genre dans ma famille, ma mère est capable de faire plein de trucs, alors que mon père, pas du tout, quoi. Alors non, on l'a pas fait parce que le format de l'exercice le permettait pas forcément, et puis parce que quand même il y avait une grande majorité quand même. Enfin, c'est les gens qui tapaient parfois du poing sur la table pendant les discussions en disant mais non, on va pas assez vite, réveillez-vous. T'es quand même extrêmement minoritaire d'une part. Et puis parce que dans le format de l'exercice, voilà, c'était difficile de dire bon bah du coup vous allez dans une salle à côté, donc on n'a pas fait cet exercice-là effectivement. Ça pourrait être une des pistes à creuser, de voir est-ce que ça dépend de l'éducation. Ce qu'on a vu par contre, et c'était surtout vrai sur la thématique de l'emploi, c'est ce que je disais hier, c'est qu'effectivement t'as des facteurs qui vont faire évoluer le curseur. Donc sur l'emploi, tu vas être plus ou moins prêt à bouger en fonction de l'attachement que tu as à ton emploi. Est-ce que c'est un job purement alimentaire? Est-ce que c'est un job que tu adores? Est-ce que tu as investi énormément dans ta carrière, dans ton éducation, et du coup te dire que mince, t'as pas choisi le bon chemin, c'est quand même gênant? Ou est-ce que finalement tu es tout à fait prêt à te reformer? Donc je pense que ce serait dur de tirer des conclusions absolues sur toutes les thématiques sur ce sujet-là. Par contre, par secteur, effectivement, la situation personnelle des gens faisait qu'ils étaient plus ou moins prêts à changer. Et à juste titre, typiquement sur la mobilité, pour les citadins, abandonner la voiture, c'est pas très grave. Pour les gens qui étaient en milieu rural, ils disaient vous êtes bien gentils, mais en fait, comment je me déplace? Donc, je pense que c'est plus facilement à faire et à expliquer par secteur que des conclusions très générales sur ce que les gens sont prêts à faire ou pas. Voilà, mon retour. Mais Je vous propose peut-être de continuer les questions autour du repas. Pour information, du coup, il y a des food trucks qui sont dehors. Peut-être que vous voulez faire une petite conclusion avant quand même que tout le monde sorte. Non, juste merci à tous, merci à ceux qui ont participé et je serais ravie de continuer à répondre à vos questions dehors. Merci.